on a déjà bien expliqué, je pense, le but des masterclass, Marie-Hélène. Oui, c'est vraiment de résumer. En fait, l'idée m'est venue un jour où j'entendais une personne autour de moi spécialisée en physique et qui disait, en fait, la physique pourrait se résumer à quelques principes simples. Et tout d'un coup, une ampoule s'est allumée dans ma tête et je me suis dit, mais et si l'accompagnement pouvait se résumer à quelques grands principes qu'on retrouve en fait quasiment dans tous les accompagnements. Et donc, quand je pense à ça, la première chose qui me vient, c'est évidemment changer sa vision de la réalité, quel que soit finalement le courant avec lequel on va travailler. Moi, j'ai envie de faire ces masterclass et j'ai eu envie de faire ces masterclass parce que tout simplement, j'aime partager. J'aime synthétiser et simplifier. Et en général, c'est ce que me reconnaissent les personnes autour de moi, que ce soit les stagiaires ou d'autres enseignants. C'est voilà, c'est une des choses que paraît-il je sais faire, synthétiser et simplifier. Et parce que aussi j'aime bien tisser des ponts entre les différentes approches. On va le voir ce soir pour trouver à la fois les points communs, les points de divergence. Et en tout cas, essayer de se donner des repères, des balises au milieu de toutes ces approches. Oui, alors ça j'y tiens parce que voilà, comme j'aime justement les choses simples, les choses claires, éviter de tout compliquer, j'avais envie d'appeler cette série donc de masterclass les principes simples de l'accompagnement ou l'accompagnement pour les nuls. Connaître et repérer les différents filtres. Donc je vous l'ai dit, hein, j'ai choisi ce soir de travailler à travers deux choses. Donc le processus de déformation de la réalité en coaching en thérapie brève. Et effectivement, si on va sur les différents filtres, Jean-Baptiste. Voilà, donc à travers l'allégorie de la caverne de Platon, dans la caverne de Platon, les personnes ne perçoivent qu'une partie de la réalité, faible lumière, et là on est sur des réalités sensorielles en fait, hein, vraiment avec mes 5 sens. En fait, moi, immédiatement, ça me fait penser, parce que je suis aussi une PNListe, à ce qu'on appelle le modèle du monde. Alors attention, pas la carte du monde, mais le modèle du monde. Le modèle du monde, c'est la représentation sensorielle que j'ai du monde. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a tous tendance à trier à travers ce qu'on appelle le VACOG, donc visuel, auditif, kinesthésique. L'olfactif et le gustatif étant en fait des sous-parties, pour simplifier, hein, du kinesthésique. Le kinesthésique, c'est le toucher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux connaître le monde, eh bien, soit j'ai une tendance à regarder surtout les images, à être avec le regard, soit mon premier tri, il se fait par l'oreille, soit il va se faire par le toucher. Vous savez, il y a des gens, ils ont besoin finalement de toucher pour pouvoir connaître. En gros, souvent, ce que je prends comme exemple en cours, c'est de dire plusieurs personnes rentrent ensemble dans une pièce, et vous avez un visuel qui dit « Ah, c'est joli ici ». Et puis peut-être que l'auditif, il va dire « C'est impressionnant ce silence ». À cet endroit. Et le kinesthésique, qui lui est plutôt dans les sensations, va dire il fait froid dans cette pièce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà je trie. Et ça veut dire que quand je vais expliquer à quelqu'un d'autre comment est la pièce dans laquelle je vais rentrer, évidemment je vais trier avec ce canal. Je vais dire c'est une jolie pièce. Par contre, quand je suis surtout visuelle, j'ai oublié de dire que elle est complètement silencieuse ou qu'elle est très froide. Parce que moi, mon canal, c'est surtout visuel. Alors, je parle vraiment en tout premier. Évidemment, après, au bout de 10 minutes, les autres canaux arrivent, on n'est quand même pas... C'est pas parce qu'on a un dominant que les autres n'existent pas. Et l'auditif, lui, va dire ce serait une superbe pièce pour pouvoir faire des répétitions de la chorale, ce serait génial. Et le visuel va lui dire mais elle était jolie au moins cette pièce, il y avait des couleurs, il y avait une belle lumière. Je sais pas en fait. Voilà.
Donc, qu'est-ce que j'essaye de montrer là à travers donc le modèle du monde et tu peux peut-être repasser juste le slide d'avant, Jean-Baptiste, hein, où on voit effectivement un schéma où on a la réalité, donc poire aux carottes, toujours comme disait mon prof de PNL, et on a les filtres sensoriels. Et là, on construit notre modèle du monde. On fait des généralisations. Ben, voilà, par exemple, en Bretagne, il fait toujours gris en plus. Donc là, en plus, j'y mets de la pensée. Mais effectivement, j'ai tendance à étendre mon sens dominant un peu partout, à omettre les deux canaux moins dominants. Hein, c'est ce que je racontais avec, mais elle est jolie. Il y a une belle lumière au moins dans cette pièce. Bien, j'occulte. Et à faire parfois des distorsions, c'est-à-dire à changer la vision différemment. J'ai lu quelque part que effectivement le modèle du monde d'une chauve-souris serait certainement différent du modèle du monde d'un être humain, par exemple. Puisque on sait que chez la chauve-souris, il y a des sens qui ne sont pas du tout développés et d'autres qui sont beaucoup plus développés que les nôtres. Donc ils ont une représentation des choses sensorielles qui est différente. Donc on a vu la première déformation et la deuxième déformation, en fait, elle est à travers le langage. Alors ça, c'est emprunté aux linguistes, hein, tout simplement, qui disent que, eh bien, je pense dans ma langue, ou je pense dans une langue quand je suis en train de parler une autre langue. Mais en fait, la simple utilisation déjà d'une langue ou d'une autre va changer la représentation que je vais en avoir. Par exemple, on sait qu'en anglais, il y a beaucoup plus de formes passives qu'en français. Les mots aussi. Il y a des mots qui peuvent dire la même chose dans certaines langues et ils sont des mots différents dans d'autres langues. Donc tout ça pour dire qu'à partir du moment où je commence à mettre du langage dessus, je remets un filtre qui lui aussi a des généralisations, des omissions et des distorsions. Alors moi, l'exemple que j'aime beaucoup prendre en cours, c'est l'exemple de la caisse du supermarché. Parce que c'est un exemple simple, hein, vous voyez que je travaille vraiment, on va dire, avec des exemples de tous les jours. Et on est souvent nombreux à se dire, voilà, décidément, les caisses de supermarché, c'est pas mon truc, je tombe toujours sur la file qui n'avance pas. Il faut savoir que là, effectivement, je mets un certain nombre de filtres. En fait, très certainement, à moins que vraiment vous n'ayez pas du tout de chance avec les caisses de supermarché, mais sinon, il est probable que vous êtes passé, peut-être 10 fois à la caisse d'un supermarché sur un mois. Et il y a une fois ou deux où ça s'est pas bien passé, manque de papier, prix qu'on trouve pas, etc. Et là, qu'est-ce que je fais? Au moment où ça bloque, je commence à me dire, tu vois, ça m'arrive toujours. Je fais une généralisation. J'omets toutes les fois où ça s'est bien passé. Et je suis même capable de distordre la réalité. Alors ça, c'est un peu plus subtil, mais imaginons que je sois avec une amie ce jour-là, je lui dis, tu vas voir, la caisse du supermarché, ça va encore être pour moi. Et puis ça se passe bien. Et là, elle me le fait remarquer en disant, mais tu vois, aujourd'hui, je vais lui répondre, tant qu'à faire des distorsions, je vais lui répondre, c'est parce que parce que tu es avec moi aujourd'hui. Voilà. Et donc, là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je construis peu à peu ma réalité et on voit à quel point, en fait, cette réalité, elle est inattaquable. Puisque les mécanismes de généralisation, d'omission et de distorsion font que je continue dessus. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis persuadée que j'ai un problème avec la caisse de supermarché, quand ça se passe bien, je l'omets. Quand ça se passe mal, je continue à généraliser. Et même si parfois encore on me fait remarquer, je dis que ce jour-là, c'était mon jour de chance. Voilà. C'était le jour dans l'année. Mais ça n'empêche que quand même, j'ai eu un problème avec les caisses de supermarché. Et on voit à quel point finalement, ce qu'on va appeler la carte du monde en PNL, ce réseau finalement sensoriel et linguistique, devient une perception de la réalité, mais à quel point je perds très très vite de vue que ça n'est qu'une perception. Et pour penser que c'est la réalité, et comment est-ce que j'arrive à travers les mécanismes de généralisation et d'omission et de distorsion à maintenir cette carte comme étant vraie, en fait. Et du coup, les résistances qu'on va avoir derrière,
de nos clients pour pouvoir justement aller attaquer ça. Il y a un commentaire, je saute sur ce commentaire d'Emmanuel. Cela est en rapport avec le biais de confirmation du cerveau qui nous pousse à ne remarquer et retenir que ce qui confirme notre pensée-croyance, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je crois que, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que ça s'appelle le système réticulo quelque chose, il me semble. Mais effectivement, et c'est des choses qu'on sait. Enfin, moi, je sais que j'ai eu 3 enfants, par exemple. Je sais que quand j'étais enceinte, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de femmes enceintes que d'habitude. Et en fait, c'est juste parce que mon cerveau, à ce moment-là, il filtre. Un autre exemple, c'est quand je veux changer de voiture, par exemple. J'ai tendance à regarder toutes les voitures parce que mon cerveau est branché là-dessus. Ah, tiens, celle-là, elle est jolie. Tiens, celle-là, etc. Et puis une fois que j'ai acheté, en général, je ne vois que des voitures comme la mienne. Donc voilà. Donc oui, je filtre de façon consciente, inconsciente et tout le temps. Mais ce qui est très ennuyeux là-dedans, et merci à Emmanuel de ramener effectivement vraiment le cerveau là-dedans. Ce qui peut être ennuyeux là-dedans, et dans les accompagnements, c'est le moment où je confonds en fait ce qui n'est qu'une vision de la réalité avec la réalité. Et on voit à quel point on sait très bien le faire en plus de maintenir ça. Donc on est passé à travers les croyances, bien sûr. Et un rappel, effectivement, tu vois, on n'avait pas besoin de revenir en arrière. Oui, c'est ça, tout était bien fait. On l'avait prévu. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont simples à dire, faciles à dire, qui tiennent en quelques lignes. Mais en fait, pour en comprendre la puissance, il faut vraiment s'astreindre à les appliquer. Et enlever les filtres sensoriels, ben, c'est tout bête en fait. C'est porter l'attention sur les canaux qui ont été omis. Je parlais tout à l'heure d'une personne qui dit « Ah, j'ai visité une salle superbe. Il y a un son vraiment incroyable dans cette salle où il y a un silence. Ça va nous changer. » Voilà, parce qu'on habitait au-dessus d'un feu rouge, par exemple. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Ça a duré 1 an. Je peux vous dire, c'est horrible d'habiter au-dessus d'un feu rouge. Donc, la personne qui arrive et dit « Mais c'est le silence total, c'est le calme absolu, c'est extraordinaire. » Et à un moment donné, de ramener, d'accord, mais elle est comment cette salle? Tu pourrais me la décrire? Qu'est-ce que tu y as vu? Et sinon, elle est confortable, il y a des endroits pour s'asseoir, la température, ni trop chaud, ni trop froid, voilà. Donc simplement de ramener tous ces canaux qui sont systématiquement oubliés. À partir du moment où une personne a une préférence sensorielle, qu'elle soit visuelle, auditive ou kinesthésique, c'est vraiment ce qui ressort tout le temps, hein. C'est pas sur un spot une fois, c'est tout le temps. Et donc, comment est-ce que je l'amène à déformer un peu moins et à avoir aussi d'autres représentations sensorielles? Le métamodèle, hein, le célèbre métamodèle, que j'ai personnellement mis des années avant d'intégrer, de comprendre, même déjà de comprendre de quoi il s'agissait. Et après, en plus, il a fallu l'enseigner. Autre chose. Et là, je me disais, c'est quand même pas de chance parce que je n'enseigne que quelques journées la PNL sur tout le programme, mais je sais pas pourquoi, je me retrouve toujours à enseigner le métamodèle. Voilà comment on continue les filtres. Et donc pendant des années, j'ai pensé que j'avais franchement pas de chance avec ce truc-là, parce que c'était une des choses les plus difficiles à enseigner. Je savais pas par quel bout le prendre, voilà. Mais en fait, ça parlait de quoi? Ça parlait de ma propre difficulté à intégrer le métamodèle. De quoi nous parle le métamodèle? Il parle des généralisations, des omissions et des distorsions dans le langage. Et il donne des exemples très simples en fait. Et en fait, pour le comprendre, on n'a pas besoin de comprendre grand-chose, si ce n'est d'appliquer les recettes entre guillemets toutes faites qui sont dans le métamodèle.
Comme par exemple, dans les omissions, on a le manque d'index de comparaison. Alors pour couronner le tout, j'ai toujours eu une forme d'appréhension et j'ai jamais trop aimé la linguistique. Bon, manque d'index de comparaison, ou manque d'index comparatif, c'est je suis en moins agréable. Mais que qui? Tu te compares à qui, à quoi? J'ai toujours été moins douée pour ce genre de matière. Que qui, que quoi. Ensuite, on a le nom non défini. J'ai peur de cette chose. De quelle chose vous avez peur? Mais ça, vraiment, c'est un truc qui me fait peur. Vous pourriez définir ce truc. Bien sûr, on le fait tous. Mais pas de façon consciente. On se dit pas, tiens, là j'ai un nom non défini, je vais aller lui demander de préciser. De temps en temps, dans la conversation, quand il y a un qui dit, tu sais la chose là, la chose, non, je vois pas, tu peux préciser. Évidemment, on le fait. Évidemment, de temps en temps, on dit, comment dire, j'ai peur de ce truc. Mais c'est quoi ce truc? Va dire le thérapeute Ayeri. Vous pourriez le définir. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'à partir du moment où on précise le truc, ben, en général, on en a moins peur déjà. On peut passer éventuellement du stade anxiété au stade de la peur et de la peur raisonnée. Manque d'index de référence. On m'a toujours dit que, hein, ça je l'adore, qui, parce que c'est aussi comme ça qu'on se construit. On m'a toujours dit que il me manquait ça, ou que voilà, ou que j'étais pas douée pour ça, ou on m'a toujours dit que j'étais maladroite. Mais c'est qui on? Et là, en fait, quand vous dites on, c'est tout le monde ou ce sont des personnes précisément? Et là, on amène le client peu à peu à dire, ben ouais, en fait, maintenant que j'y pense, c'est surtout dans le cercle familial, en fait. Et puis, c'est surtout telle personne qui m'a toujours dit ça. Oui, donc ça veut dire que potentiellement, et là, on va commencer à toucher aux distorsions, il y a d'autres personnes qui vous trouvent pas maladroite. Voilà. Et donc, à la réponse de je peux pas faire ça parce que, en fait, je suis de base maladroite, on m'a toujours dit que j'étais maladroite. Regardez comme c'est dans le langage courant. On passe à, mais c'est qui on? En fait, c'est une personne sur, je sais plus combien on est actuellement, X milliards, qui vous a dit que vous étiez maladroite. Une personne sur X milliards. Et c'est devenu, pour la personne, une réalité. Je suis maladroite. Voilà. Donc ce sont des choses mais hyper simples, mais pensez-y, pensons-y tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on va voir la même chose avec les généralisations, on a dû mettre après. Je rebondis parce que ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une amie pas plus tard que ce week-end, qui est psychologue dans l'armée et qui accompagne des militaires qui reviennent, qui sont partis en mission pour repêcher des migrants parfois décédés et qui reviennent complètement traumatisés. Et je lui demandais comment tu accompagnes ces gens-là. Et elle m'a dit, en fait, juste en les questionnant sur le VACOG. Et du coup, je me pose la question, est-ce que ça fait sens pour toi, ça? Oui, bien sûr, bien sûr. On est dans quelque chose qui est assez traumatisant. Hein. Ouais. Et en fait, donc ce sont des choses qui déjà sont en général sur un seul sens. Il y a des images, pas de son, pas de, voilà, où il y a que des sons, pas d'images, etc. Donc l'idée c'est de ramener le reste. Et l'idée aussi c'est de le dissoudre dans sa juste réalité et sa juste place, on va dire. Parce qu'en fait le problème du trauma c'est que en fait on a une ligne du temps comme ça avec des tas des milliards et des milliards de microsecondes en fait qu'on a vécu, et tout d'un coup il y a une microseconde en fait qui ne prend pas sa place de microseconde, qui prend la place de je sais pas la moitié de la ligne du temps à peu près. C'est-à-dire qu'en fait dans la réalité de la personne il n'y a plus que ça, et là aussi c'est un filtre, il n'y a plus que ça et ça prend une place énorme.
Et en fait, très souvent, en allant aussi sur le VACOG, mais sur aussi les événements avant, les événements après, etc., on ramène en fait comment dire, cette microseconde traumatisante à sa juste place dans mon échelle de vie. C'est-à-dire, en fait, une microseconde, ou alors là, quelque chose d'un peu plus long, mais en tout cas, un événement qui a, même s'il a duré 10 minutes, 1 heure, 2 heures, à l'échelle d'une vie, c'est rien. Voilà. Donc oui, bien sûr, dans le trauma, il y a une fixation à la fois temporelle et en général sur un sens. Merci. N'hésitez pas Merci pour cet exemple, Jean-Baptiste. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. D'ailleurs, on vous posera à la fin de notre masterclass, on vous questionnera sur quel serait le sujet suivant qui pourrait vous intéresser. Je le pose tout de suite parce que c'est intéressant que vous puissiez réfléchir déjà s'il y a des thématiques que vous voudriez aborder. Alors, je passe à la slide suivante sur les généralisations. Et je me remets dans le processus. Oui, en sortant du contenu. Merci. Alors, les généralisations, effectivement, on cite souvent les opérateurs modaux de nécessité et de possibilité. Donc, la nécessité, c'est il faut que je fasse ça, il faut que je fasse telle chose, il faut... Voilà. Et qu'est-ce qui se passerait si tu ne le faisais pas? On a parfois, effectivement, des personnes qui sont très, très dans le « il faut ». On parlerait évidemment de névrose. Il faut, je dois, etc. Mais il se passe quoi si vous le faites pas? Il faut que je fasse ma lessive ce soir. Il se passe quoi si vous le faites pas? La possibilité, je peux, je ne peux pas. Est-ce que réellement vous ne pouvez pas ou est-ce que réellement vous pouvez le faire, etc. L'idée, c'est vraiment d'aller toujours chercher, à travers du questionnement très simple, le contre-pied en fait de ce qui est dit. Alors c'est amusant parce que souvent la réaction, moi ça m'a souvent fait beaucoup sourire en fait dans mes accompagnements. La réaction des personnes, c'est de dire ah bon parce que vous croyez par exemple que je dis mais qu'est-ce qui se passerait si vous ne le faisiez pas? La personne me regarde à un moment d'hésitation, éblouie à la sortie de la caverne, et me dit parce que vous pensez que je devrais pas le faire? Mais en fait moi je pense rien du tout. Elle dit il faut, je lui réponds qu'est-ce qui se passerait si vous le faisiez pas? Je suis pas en train de penser, je suis en train de travailler sur les niveaux de langage. D'accord? Je suis pas dans le contenu, et elle reste dans le contenu. Donc elle pense que ma remarque, c'est parce que moi je pense le contraire, mais en fait je suis pas du tout dans le contenu, je suis dans le processus. Je suis en train de lui dire, ça fait 3 fois que vous dites il faut, qu'est-ce qui se passe si vous le faites pas? Est-ce que réellement il faut? Juste ça. Et je suis pas en train de lui dire non, mais peut-être qu'il faudrait pas le faire. Voilà. Mais c'est vrai que souvent la réaction c'est de dire, en fait c'est de penser que l'accompagnant, le client pense souvent que l'accompagnant qui est en face pose cette question parce qu'il pense le contraire, ou parce qu'il est d'accord ou pas d'accord, ou etc. Sauf que moi, mon travail en tant qu'accompagnant, c'est pas d'être dans le contenu, c'est d'être dans le processus. Voilà. Et les distorsions, alors ça, c'est juste énorme, et je n'en ai cité que quelques-unes. Hein. Les causes-effets, voilà, c'est parce que, etc. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup, l'exemple qui me vient aussi, c'est des exemples dans les croyances primitives. Et cause-effet, c'est-à-dire on n'a pas suffisamment sacrifié, c'est pour ça qu'on a une inondation. En fait, dans nous, en tant qu'humains, on a toujours cherché des explications. Donc forcément, la distorsion cause-effet, c'est une évidence pour un être humain. Il faut chercher des explications. Pourquoi est-ce qu'il y a le ciel, la terre, l'eau? Pourquoi, etc. Eh bien, parce que. et donc, très naturellement, on fait tout le temps du cause-effet. Alors, ce que j'aime bien citer, c'est souvent, il m'a pas dit bonjour aujourd'hui, c'est parce que il me fait la tête. Voilà. Est-ce que nécessairement ne pas vouloir dire bonjour signifie qu'il vous fait la tête?
c'est pas parce que il vous fait la tête qu'il vous dit pas bonjour, c'est peut-être parce qu'il vous a pas vu. Mais il faut qu'on trouve une cause. Donc on met une cause. Sauf que, bien souvent, la cause, on l'invente. La lecture de pensée. Si je lui parle, il va me dire que de toute façon, j'ai qu'à rester dans mon coin et me taire, ça suffit. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Alors, la lecture de pensée, on en fait tous beaucoup, toute la journée, avec tu vas me dire que. Et la personne à côté dit ah non, pas du tout. Ah oui. Et là, vous venez de faire une lecture de pensée, en fait. Vous avez imaginé que. Et souvent, ça nous bloque. Et présupposition limitative, je ne peux pas réussir, je suis une femme. Est-ce que nécessairement être une femme empêche de réussir? Il y en a d'autres qui circulent avec l'argent et ils ne peuvent pas être heureux, ils n'ont pas un sou en poche. Est-ce que nécessairement il faut avoir de l'argent pour être heureux? Donc on est dans de la présupposition limitative. Je vous invite juste à regarder autour de vous, peut-être vous n'avez pas, j'imagine, pas encore dîné, peut-être vous allez aller dîner avec quelqu'un après, ou vous allez vous retrouver en famille, peut-être vous allez avoir quelqu'un au téléphone, et juste à aiguiser votre oreille. En fait, on fait sans arrêt des omissions, des généralisations, des distorsions, à tel point, quand on s'amuse en exercice en cours, à tel point que si on devait les relever toutes, en fait, la personne ne peut difficilement prononcer plus de 3 mots d'affilée avant qu'on soit en questionnement du métamodèle. Il ne s'agit pas de relever tout, il s'agit de relever ce que la personne fait beaucoup. Il y a des personnes qui ont tendance à beaucoup généraliser. Voilà, dès qu'il y a une petite question, un petit problème, on part avec oui mais c'est tout le temps comme ça, alors la généralisation on a tous les toujours aussi, etc. Donc ça m'arrive toujours, jamais, etc. Donc évidemment c'est vraiment les bases de généralisation et c'est toujours comme ça et de toute façon avec toutes les personnes c'est comme ça et dans ce monde et là on est parti effectivement. Et le fait de généraliser en fait l'empêche de résoudre le problème au niveau où il est là. D'accord? Vous avez des personnes qui font énormément d'omissions, c'est-à-dire qui occultent un peu systématiquement tout ce qui ne va pas dans leur sens. Et là, on va s'amuser à ramener, à faire préciser. En général, les personnes qui font beaucoup d'omissions ont un langage qui n'est pas très précis. On a vu, hein, on, chose, on termine pas derrière le plus que qui, que quoi, on ne sait pas, etc. Donc on est dans un langage flou souvent dans l'omission. Et puis souvent, il termine en disant enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Quant aux distorsions, là, par contre, on en fait tous beaucoup. Parce que notre cerveau, il est conçu comme ça. D'accord? C'est même Milton Erickson qui s'en est servi énormément, puisqu'il s'amusait à mettre ensemble deux choses qui n'allaient pas forcément ensemble, mais à dire que c'était vrai. Comme par exemple, et maintenant que vous êtes assis sur cette chaise, vous sentez que votre état d'hypnose est de plus en plus présent. Franchement, quel est le rapport? C'est pas parce que je suis assis sur la chaise que... Mais comme mon cerveau a toujours besoin des équivalences, des causes-effets, voilà, si le premier est vrai, c'est-à-dire que je suis assis sur la chaise, et bien évidemment, je me fais une autosuggestion, c'est-à-dire que je suis de plus en plus en hypnose. Et mon cerveau n'est qu'une énorme distorsion, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, donc il s'agit de repérer, on va dire, les grandes tendances de la personne. Est-ce que les distorsions, par exemple, elles fait plutôt sur du cause-effet, ou plutôt sur de la lecture de pensée, ou plutôt beaucoup sur des présuppositions limitatives? Quelles sont ces grandes tendances? Et d'aller contrer ça un peu systématiquement, mais à travers tout, parce qu'en fait, ce que vous allez très vite observer, c'est que si elle a tendance, par exemple, à beaucoup généraliser, elle va le faire sur son problème, mais elle va le faire sur tout. Elle va arriver en disant ouais, il pleut aujourd'hui. De toute façon, c'est toujours comme ça, à chaque fois que je sors, il pleut. Ok, belle généralisation. Mais sans doute, elle est en train de le faire aussi avec son problème. Et sans doute aussi, c'est plus simple d'aller travailler sur l'exemple de la pluie que d'aller travailler sur son problème. Quand j'ai une tendance générale, avec un sens dominant, on en a tous, ou à faire des généralisations, ou à faire des omissions, ou à faire des distorsions cause-effet, par exemple, aux lectures de pensée, je le fais tout le temps, en fait. Je le fais pas que sur mon problème. Je le fais tout le temps, tout le temps. Moi, je vous invite à le repérer et ensuite
à aller chercher ça, mais sur des exemples simples, à chaque fois qu'il parle, quoi, en fait, et sur des choses du quotidien. Je ramène quelques commentaires intéressants sur tout ce que tu dis, Marie-Hélène. On a Marc qui dit en fait il faut faire prendre conscience à l'autre que son assertion n'est peut-être qu'une hypothèse parmi tant d'autres. C'est exactement ça. C'est exact. Il y a Rokia qui dit pour la généralité, il faut ramener au détail en questionnement. C'est une question. Oui, tout à fait. On peut ramener au détail, on peut ramener... Dans la généralisation, souvent, il y a de l'omission. On peut ramener aussi ce qui a été omis et qui amène au toujours. Oui, parfois, c'est tout simple. Hein. Sur le « ça m'arrive toujours ». Ah bon, toujours ? Toujours. La fameuse reformulation écho qui fait prendre conscience à l'autre de ce qu'il vient de dire. On ne s'entend pas parler, en fait. C'est quand l'autre nous le renvoie qu'on prend conscience de la puissance du mot qu'on vient d'utiliser, comme dans toujours, par exemple. Et une petite dernière remarque de Bruno, et après on pourra passer au suivant, à l'analyse transactionnelle. Le succès de la société Apple est en grande partie lié au champ de distorsion de la réalité imposé par son créateur Steve Jobs auprès de ses collaborateurs en leur faisant voir la réalité avec ses yeux. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, cette remarque ? Je suis pas, en tout cas, je connais pas ce pan-là de l'histoire de Steve Jobs. J'aurais déjà pensé à quand j'ai un Apple, c'est différent, une autre expérience. Et là, on est dans une distorsion. Et effectivement, toute la publicité est sur de la distorsion. Hein. Voilà, les voitures, c'est typique. Hein. C'est pas parce que j'ai une belle voiture, j'ai une belle vie. Bon, voyez l'équivalence qui se met en place. Voilà. Et Steve Jobs. Enfin, moi, immédiatement, ce à quoi ça m'a fait penser aussi à la puissance des leaders. Que pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui a une vision et qui sait la partager. Donc, et Steve Jobs, pour le coup, avait une vision et savait la faire partager à ses collaborateurs. Je m'explique, en fait. Un leader a une vision de la réalité et il sait aussi tellement bien la décrire et convaincre les autres d'adhérer à sa vision de la réalité qui fait que, du coup, il devient leader. C'est ça le leadership, en fait. C'est d'abord avoir une vision, mais pas forcément... Voilà, transcendante ni juste. Hein. Le leadership, il est plutôt dans la capacité à convaincre que notre vision est la bonne vision et que c'est la réalité. Donc de faire adhérer à sa vision.